Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous écrivez, quand il fait encore nuit, des romans noirs qui se transforment en millions de rayons de soleil dans les mains de vos lectrices et vos lecteurs. Si vous êtes devenu votre propre éditeur, c'est afin d'être le seul à avoir enfin voix au chapitre. Bonjour Joël Dicker. Bonjour Jacques Pessis. Alors on vous retrouve dans les clés d'une vie, je vous avais déjà interviewé plusieurs fois, mais vous avez tellement de choses à raconter et un parcours qui évolue que vous êtes le bienvenu à l'occasion de la sortie de ce livre, Un animal sauvage, dont vous êtes l'éditeur, on en reparlera. Et le principe des clés d'une vie, ça n'a pas changé, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Donc j'en ai trouvé d'autres, et la première ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre vie, c'est le 20 novembre 1989. C'est le jour où une convention relative aux droits de l'enfant est établie en Pologne et répercutée aux États-Unis. Et qui est l'auteur de cette convention à l'origine, à la fin du 19e siècle? C'est un certain Janusz Korczak. Donc, c'est incroyable. C'est fou, hein? Janusz Korczak est un pédiatre polonais qui va être un précurseur à Varsovie, dans l'orphelinat qu'il dirige, un précurseur des droits de l'enfant. Et pourquoi? Parce qu'il va identifier l'enfant comme un adulte à part entière. Et peut-être même parfois un adulte supérieur à l'adulte en les responsabilités qu'il lui confie. Il va organiser cet orphelinat sur la base d'enfants qui se responsabilisent, qui se dirigent eux-mêmes, pas complètement, parce qu'il y a évidemment un encadrement, mais des enfants qui vont arbitrer entre les différents, les problématiques, des enfants qui vont être à même de prendre déjà leur destin en main. Et ça va être, et donc là on parle de la Pologne dans le début, dans la première partie des années 1900. C'est une histoire qui se termine tragiquement pendant la guerre, puisque les enfants et Janusz Korczak vont être, c'est un orphelinat juif, Janusz Korczak est juif, les enfants sont juifs, ils vont être enfermés dans le ghetto de Varsovie, ils vont être déportés et assassinés dans le camp de concentration de Treblinka. Janusz Korczak et ses enfants qui vont être sortis par les nazis de l'orphelinat, et les nazis offrent à Korczak, qui est un pédiatre à ce moment-là connu et reconnu, notamment pour ses méthodes et son travail, il lui propose de l'épargner, de prendre les enfants, mais de le laisser sauf lui. Et il refuse, et il part avec ses enfants, ils sont mis dans le train, et il va mourir gazé avec ses enfants, il va les accompagner jusqu'au bout. Et c'est un homme qui, aujourd'hui encore, j'appelle vos auditeurs à le découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, notamment par ses livres. Il a laissé beaucoup de livres disponibles en français, des livres sur l'éducation, il y a des essais, il y a des romans, il y a des textes aussi, mais ce sont des textes très forts, très actuels et très modernes. Et si vous connaissez cet écrivain, c'est parce que l'un des premiers livres qui a marqué votre vocation, c'est La Gloire, l'un de ses livres. Eh oui, un livre qui m'a été offert par mon grand-père. Mon grand-père était aussi un grand militant des droits de l'enfant. Il avait fondé l'association suisse des amis du docteur Korczak, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été reprise par mon oncle et par ma mère, qui ont suivi ce chemin-là. Et mon grand-père, quand j'ai eu 9 ou 10 ans, avant ça, mais quand j'ai eu 7 ou 8 ans, alors vous voyez, m'a offert La Gloire, et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je crois qu'il y avait 40 chapitres que vous avez dévorés, Joël Dicker. Oui, j'étais très fier de moi. C'est un livre qui est très court, mais qui se divise en 40 chapitres très courts. Et moi, je me disais, j'ai lu 40 chapitres. Alors, c'est des petits chapitres, mais effectivement, j'étais très fier de moi. Mais c'est vrai que la lecture, et je fais un parallèle avec ça, l'encouragement et l'émulation à la lecture, c'est aussi montrer au lecteur qu'il est capable. Et vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs aujourd'hui qui n'osent pas, en tout cas, c'est quelque chose que j'entends dire, quand on parle de mes livres, on dit « Ah, mais c'est un gros livre, est-ce que j'aurai le temps, est-ce que je vais réussir à lire tout ça ?» Et on est parfois, nous lecteurs, un peu impressionnés, et moi aussi, je crois que tous les lecteurs, à un moment donné, quand ils voient un livre et qu'ils mesurent ce livre à son épaisseur ou à sa thématique, que le livre paraît parfois insurmontable, on se dit mais je ne serais pas capable de le faire, et puis on le fait quand même, on le lit, et il y a un dépassement de soi, il y a une fierté. Et je me souviens que ce livre m'avait aussi donné une fierté des lecteurs, d'être capable d'avoir lu tous ces chapitres. Oui, et d'ailleurs, je crois que ce livre est encore présent dans votre bibliothèque, Joël Dicker. Il est toujours. Ma bibliothèque est classée non pas par couleur ou par titre ou par auteur, mais par période de ma vie. Et il y a dans la partie, justement, des livres que j'ai aimés, qui m'ont marqué entre l'âge de 6-7 ans jusqu'à mes 10-12 ans. Ces livres sont là, et
la gloire est parmi eux. Alors, il se trouve, Joël Dicker, que pour vous, le livre est un lien très fort avec notre société et avec les gens. Mais le livre, je crois, est aujourd'hui un des derniers bastions dans lequel on peut se retrouver. Un des derniers moyens qui permettent aux gens d'être comme ils sont, d'affirmer leurs différences, d'affirmer leurs goûts différents, d'avoir aimé un livre ou pas aimé un livre, de pouvoir en parler et de pouvoir en parler sans se taper sur la tête. Et aujourd'hui, c'est quand même assez fou parce que la force d'une démocratie, c'est justement la différence. Et la force d'une démocratie, c'est se dire, on peut vivre ensemble dans un même pays, dans une société, être différent, ne pas être d'accord et fonctionner quand même. Et moi, je viens d'un pays, la Suisse, qui a ses défauts aussi. Je ne vous dépeins pas une photo idéale, mais je viens d'un pays dans lequel on parle 4 langues différentes, dans lequel on a 4 cultures très différentes, on a 4 modes de vie différents, on a 4 groupes de lois différents, puisque chaque entité a un peu, voire 26, puisqu'il y a 26 cantons, et ça fonctionne. Alors, c'est pas parfait, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, la démocratie. C'est pas l'entente, c'est la mésentente, et faire en sorte que ça marche quand même. Et la lecture, je trouve, est le premier exercice qui permet ça. Alors, j'ai repéré en décembre 23 une librairie à Bordeaux, Les Liseuses, qui a lancé une opération sur Internet avec comme slogan « Offrez des livres, ils s'ouvrent comme des boîtes de chocolat et se referment comme des coffrets à bijoux ». Je me demande si c'est pas une phrase de Bernard Pivot. Ça doit être ça, oui. Alors, dans votre bibliothèque, il y a aussi une chose étonnante, je crois, Joël Dicker, il y a une partie de livres faux. C'est-à-dire des livres G.I. for Goldman, The Origin of Evil. Ah, oui, absolument. Il y a quelques livres qui sont des faux livres, c'est-à-dire qu'ils sont, si vous les prenez et si vous les voyez, ils ressemblent à un vrai livre. Si vous les ouvrez, les pages sont blanches. Ce sont les livres, les leurs qui étaient utilisés pendant le tournage de la série Harry Quebert, les livres de Marcus Goldman et de Harry Quebert, utilisés pendant le tournage de la série télé et que j'ai récupérés et que je garde comme des précieux trésors. Je crois qu'il y a une photo de Patrick Dempsey au dos. Il y a aussi une photo de Patrick Dempsey au dos. C'est vraiment des jaquettes de livres comme s'ils existaient vraiment. Patrick Dempsey en tant que Harry Quebert. Voilà. Et il a été aussi le héros de Grey's Anatomy. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a failli être le Dr House. C'était le 2e choix de la production. Je ne savais pas du tout. Oui. Il y a échappé. Alors, il se trouve aussi que moi, j'ai toujours été frappé par les fausses bibliothèques. Et je me souviens d'avoir un jour interviewé Paul Meurice, qui avait une fausse bibliothèque tout au long du mur. La porte s'ouvrait et il apparaissait. C'est pas mal. Alors, il y a aussi, d'ailleurs, dans ce décor, la machine à écrire mécanique et les coupures de presse. Ça aussi, c'est important pour vous. C'est le souvenir de ce roman et de ce film. Oui, le plaisir je crois que ça évoque pour moi le plaisir d'avoir à un moment donné vécu cette expérience très forte, de découvrir une nouvelle version de votre livre qui n'est plus un livre mais une série télé. Et là, je parle vraiment de la partie tournage, de découvrir ces décors. Pour moi, c'était fascinant de me promener dans les décors, de me dire je suis dans mon livre. Il y avait quelque chose de très très fort. Et puis, ce qui est aussi étonnant, c'est que vous, les livres, ça vous fait rêver, Joël Dicker. Je crois que les noms des auteurs vous faisaient rêver quand vous observiez la bibliothèque familiale enfant. Oui, je regardais ces livres et ces noms et j'identifiais et je faisais des liens entre les noms des livres et les auteurs. Et ça me parlait. Alors, c'était des livres parfois qui étaient hors de portée. J'arrivais même pas à les atteindre. C'est tout en haut de l'étagère de la bibliothèque de mon père. Mais j'étais fasciné par ça. Alors, il y a aussi un livre qui vous a marqué et dont le film a été un succès. Il y a Charlie et la chocolaterie et Wonka, qui est la suite qui est encore plus merveilleuse. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu, oui, qui est merveilleux. J'ai beaucoup aimé le film, qui est très poétique, qui est charmant. On retrouve toute la poésie de Roald Dahl dans le film, mais, je dois bien donner un mais, le livre est quand même beaucoup plus fort, mais pas ce livre-là ou pas ce film-là. C'est pas un jugement de valeur du film, mais c'est de rappeler aux gens que la télévision, c'est formidable. Il y a des séries géniales et des films extraordinaires, mais le roman, quand vous lisez, vous êtes quand même, vous, lecteur, créateur de quelque chose. C'est votre roman, c'est votre expérience. Mais Wonka, il y a une chose extraordinaire, celui qui joue Oompa Oompa, c'est-à-dire il y en a 165 dans le film, c'est lui qui joue tous les rôles. Il a joué les 165, résultat, un cachet de $1 million à la fin du film. Je savais pas. Il s'appelle Deep Roy, voilà. Alors, il y a un roman quand même que vous avez eu beaucoup de mal à lire, je crois, c'est Belle du Seigneur. Beaucoup de mal, Ouais. c'est vrai. Alors, c'est un des romans qui m'a le plus marqué, c'est un de mes romans préférés aujourd'hui, mais j'ai eu une peine folle à le démarrer.
Et je ne sais pas pourquoi je me suis accroché, parce qu'en général, quand j'accroche pas dans un livre ou quand je n'aime pas, c'est mon avis, hein, c'est mon goût, je m'arrête. Et Belle du Seigneur, je l'ai commencé, je l'ai recommencé, je l'ai commencé, je l'ai recommencé. Je ne dépassais pas les 50 ou 100 pages. Je n'arrivais pas, ça ne me parlait pas. Et un jour, je l'ai recommencé, j'ai été happé immédiatement. Et j'ai ensuite adoré ce livre, dans sa version poche qui doit faire 1100 ou 1200 pages. Et je me disais, oh, plus que 900 pages, oh non, plus que 800 pages. J'étais inquiet, et plus que 700 pages, vous voyez, je l'ai dégusté. C'est curieux d'ailleurs de s'y reprendre à plusieurs reprises. Vous n'aviez pas l'âge, vous n'avez pas l'envie, le désir? Mais je ne sais pas pourquoi j'étais tellement attiré par ce livre. Parce qu'en même temps, des livres que je commence et que je ne termine pas, ça m'arrive régulièrement. Je crois qu'il faut rappeler au lecteur qu'on a le droit de ne pas aimer un livre. On a le droit de poser un livre. On n'a pas besoin de se forcer à aller jusqu'au bout d'un livre s'il ne nous plaît pas. C'est pas très grave. Il y a tellement de livres et tellement de bons livres qu'on passe son tour. Et puis, c'est vraiment pas grave. Ce livre-là, je ne sais pas pourquoi j'ai insisté. Eh ben, vous avez bien fait d'insister. Et moi, j'ai bien fait, pas d'insister, mais de vous retrouver aujourd'hui, car on va continuer à évoquer votre parcours avec une autre date, le 15 novembre 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Joël Dicker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Joël Dicker. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman, Un animal sauvage, édité chez Rosie Wolf, votre maison d'édition. Et on en revient avec votre parcours, car c'est le principe des clés d'une vie, vous le savez. Le 15 novembre 2012, le journal de France 3 à 13h. Dites-nous quel auteur et quel livre a été couronné. Eh bien, messieurs, dames, le prix Goncourt des lycéens a été attribué à Joël Dicker pour La vérité sur l'affaire Henri Kébert, aux éditions de Foix-Lavoie. En direct à la télévision, vous vous souvenez de ce moment? Incroyable, absolument. Je ne me souviens pas de la date, vous voyez, c'est marrant, mais après j'ai fait le lien. Quelle période incroyable. Et vous savez, c'est marrant parce que je me rends compte seulement maintenant, donc c'était il y a 12 ans, il y a presque 12 ans, et il m'a fallu tout ce temps pour me rendre compte à quel point tout ça était fou, fou surtout dans la vie d'un jeune homme de 27 ans que j'étais à ce moment-là. C'est jeune quand même. Je vous dis ça comme ça parce que aujourd'hui je vois des jeunes gens de 27 ans et je me dis j'avais cet âge-là et j'ai survécu au succès. Oui. Alors il se trouve qu'il était encore plus jeune, celui qui annonce votre prix, Théo Herrerias. C'est rare d'ailleurs qu'on annonce un Goncourt en direct à la télévision, enfin un Goncourt des lycéens, parce que l'autre est annoncé aussi en direct. Et ça a été à l'unanimité du jury. C'était à Saint-Étienne et il y avait une cinquantaine de classes qui avaient participé à ce concours. Ouais, c'était incroyable. Et puis vous savez, ce qui me touche beaucoup avec ce prix, c'est qu'on m'en parle aujourd'hui toujours de la bouche de ces mêmes lycéens qui continuent de venir en librairie et que je retrouve en librairie quand je vais signer des lycéens qui n'en sont plus aujourd'hui, qui sont plus des lycéens, qui sont des jeunes gens qui ont la fin de la vingtaine et qui me disent « Ah, j'avais voté à l'époque, j'avais voté pour vous ». Et je trouve tellement touchant ce lien qui est resté et qui s'est construit. Et quand on voit les commentaires de ces lycéens, ils disent que vos points forts, c'est la construction, c'est l'imagination et votre point de vue sur l'Amérique. Ça les a touchés. Oui, mais moi, je reste persuadé que ce livre-là, celui dont on parle, donc c'était la vérité sur l'affaire Henri Kébert, comme le suivant, comme le dernier, est avant tout, et dans les sentiments que les lecteurs peuvent éprouver à sa lecture, est un livre qui appartient au lecteur. Et que l'histoire que je raconte est avant tout un prétexte pour offrir au lecteur la possibilité d'être lui aussi créateur, lui aussi imaginer. C'est ce qui me plaît. Vous savez, moi, quand on me demande quelles sont mes inspirations, je préfère souvent la tradition orale, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte. Pourquoi ? Parce que quand vous racontez une histoire, les deux parties dépendent l'une de l'autre. C'est-à-dire que celui qui raconte dépend de celui qui écoute, et celui qui écoute dépend de celui qui raconte. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre, les deux fonctionnent ensemble. Et moi, j'aime bien me rappeler, alors j'ai pas une obsession du lecteur, mais quand j'écris, me dire qu'au fond, un livre, il n'existe que parce qu'il est lu. Un livre physique, s'il n'est pas ouvert, c'est qu'un amas de pages qu'on a collé ensemble. Mais le livre, pour exister, il doit être ouvert, il doit être lu. Et donc, s'il existe, c'est parce qu'un lecteur a la gentillesse de bien vouloir me lire et imaginer l'histoire, lui. Et ça, c'est un élément qui est très important pour moi. Je me souviens de Guy Descartes, romancier, qui m'avait raconté une anecdote incroyable. Il est dans une signature et il voit un lecteur arriver avec un double mètre qui mesure la tranche du livre.
et qui dit « Je prends celui-là ». Pourquoi ? Parce que c'est exactement la dimension qui me manque pour ma bibliothèque. C'est authentique. Alors, il se trouve aussi que ce livre est se situé en Amérique, au New Hampshire, le 46e État des États-Unis par sa dimension, et vous aviez commencé à l'écrire en Suisse, dans l'Institut en Suisse. Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver ou à comprendre comment je pouvais être dans un état d'écriture de fiction pure. C'est-à-dire comment, quand on est comme ça, un jeune auteur, et qu'on est en train d'écrire un livre, qui est un roman, donc c'est-à-dire une fiction, comment est-ce qu'on arrive à se distancier, à appuyer un peu sur le bouton éteindre, le bouton off, pour parler français à moitié, de sa tête, et de dire je ne raconte pas ma réalité, je ne raconte pas quelque chose qui est directement lié à moi, mais je raconte une histoire que je construis de toutes pièces. Et j'avais le sentiment à l'époque qu'au fond, la Suisse, et Genève en particulier, parce que j'y suis né, parce que j'y vivais, j'y vis toujours, à ce moment-là, il y avait une proximité trop grande avec moi-même, et j'avais besoin de m'en distancier, et j'ai compris que les États-Unis, surtout la côte Est, le New Hampshire, le Maine, que je connais très bien, était un endroit idéal parce que je le connaissais suffisamment bien pour le raconter. Et en même temps, en étant à Genève, en Suisse, distant de plusieurs milliers de kilomètres, il y avait justement cette distance entre la fiction et la réalité. Alors, ce qui est important aussi dans vos jeunes années, c'était une boîte à jouets, c'est-à-dire la librairie de votre mère Myriam, je crois, Joël Dicker. Absolument. La librairie dans laquelle elle travaillait, qui n'était pas la sienne, mais la librairie dans laquelle elle travaillait, qui a été un endroit de découverte et d'émulation incroyable. Le plaisir de se promener au milieu de ses livres, de prendre des livres, de les poser, d'être dans cet environnement à la fois très familial et en même temps la promesse de toutes ces couvertures, de prendre un livre, de l'ouvrir, de le feuilleter, c'est un moment qui reste pour moi très important. J'aime entrer dans une librairie, j'aime tourner, mais comme la plupart des gens, on peut flâner, ouvrir des livres, les refermer, toucher les couvertures. Il y a un élément très fort comme ça. Voilà. D'ailleurs, votre mère rapportait, Joël Dicker, des livres à la maison et elle vous faisait la lecture, ce qui a développé votre imagination. Oui, on m'a beaucoup lu. Et pour moi, j'ai vraiment des souvenirs très forts de mes parents qui me lisaient des histoires enfants, à moi et à mes frères et sœurs. Et ça a été un moment très important de voir cette émulation aussi par les adultes, de se faire lire des livres. Et c'est souvent quelque chose que je dis notamment pour les parents, leur rappeler l'importance de lire à leurs enfants, plus ou moins jeunes, parce que tout le monde aime une bonne histoire. Même si vos enfants sont plus âgés ou même au lycée, essayez de leur lire une histoire, ça marche toujours, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez été bon en orthographe ensuite, à force de lire. J'ai été bon en orthographe, je pense que parce que j'ai lu évidemment et que j'ai une bonne mémoire visuelle, mais c'est vrai, ce que vous dites, que la lecture, c'est aussi ça, c'est de voir des mots, de les revoir, ils entrent dans votre tête. Alors, la lecture a entraîné l'écriture, mais l'écriture, ça a failli s'arrêter, parce qu'au 4e roman, vous n'étiez toujours pas édité, et vous en avez eu assez. Ça a failli s'arrêter même au 5e, parce que je me suis dit, 5 romans que j'ai écrits, que j'ai envoyés à tous les éditeurs possibles, imaginables, qui ont été refusés partout, peut-être qu'il faut savoir écouter les signes de la vie et se dire stop. Et je me suis dit, allez, je me donne encore une chance pour écrire un dernier livre. Et ce livre-là, c'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui m'a permis de rencontrer mon éditeur Bernard Defallois. Et grâce à Bernard, de rencontrer ce succès incroyable. Voilà. Il se trouve aussi qu'aujourd'hui, il y a Amazon, et quand on voit Aurélie Valogne ou Mélissa d'Acosta qui ont débuté en mettant leurs livres sur Amazon et ensuite ils ont été repérés, c'est une autre façon de voir les choses. Mais c'est aussi ça qui, je trouve, est beau aujourd'hui. C'est qu'on vit dans un monde où on peut se lamenter à juste titre de beaucoup de déviance et d'Internet et des réseaux sociaux. Mais on peut aussi se féliciter de ce qui aujourd'hui permet de mettre des gens ensemble, ce qui permet à des auteurs d'être lus, ce qui permet à des musiciens d'être écoutés. Je veux dire, il y a cette liberté, cette possibilité créatrice absolument immense et incroyable. Aujourd'hui, il y a des applications que vous connaissez peut-être, qui s'appellent notamment Wattpad, qui sont des applications en ligne qui permettent de mettre vos textes. Alors, tout ça ne remplacera jamais un éditeur, évidemment, mais c'est la première étape, et je trouve que c'est salutaire, vers la lecture, le partage de la lecture. C'est la première étape de quelque chose. Et je crois qu'il faut s'en réjouir.
Et le danger, ce sont les tablettes quand même, parce que de plus en plus de jeunes aujourd'hui vont sur des tablettes et ne lisent pas forcément sur les tablettes. Alors le danger, c'est l'écran, la tablette, le téléphone, c'est l'écran partout. Moi, je suis une génération qui a regardé beaucoup de télévision. Les matins, le week-end, on pouvait se mettre devant la télé pendant 2, 3 heures de suite, 4 heures de suite. Donc, c'est pas le problème de la télévision en soi, c'est le problème de l'écran partout. Et je suis absolument atterré de voir dans la rue, de voir dans des lieux publics, de voir dans des restaurants, des enfants qui se promènent en jouant sur leur téléphone, en jouant à des jeux vidéo, en étant connectés à Instagram ou à TikTok, en étant en train de faire je ne sais pas quoi. Cette omniprésence de l'écran, c'est ça le danger. C'est bien ça qu'il faut rappeler, c'est l'écran partout, tout le temps, qui nous coupe complètement de la réalité du monde, qui nous empêche de rêver, qui nous empêche de nous ennuyer. Je crois que c'est criminel pour ceux qui ont des longs voyages en voiture. Je crois que c'est criminel de laisser les enfants regarder leur écran pendant ces voyages-là. Il faut que les enfants s'ennuient. L'ennui, il est constitutif, il nous construit, il est tellement important. Ben nous, on va pas s'ennuyer avec une autre date que j'ai inscrite sur mes tablettes, le 6 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Joël Dicker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Joël Dicker, le nouveau livre Un animal sauvage chez Rosie Wolf, votre propre éditeur. Et justement, la date du 6 mai 2021, c'est le jour où vous annoncez que vous devenez éditeur et que vous créez votre maison Rosie et Wolf, qui me fait penser à une chanson. Depuis que t'es parti, la maison a grandi, tu sais. Rosie and John de Gilbert Bécaud, qui est une chanson qui raconte l'histoire d'un couple de danse et qui a été un gros succès. Et donc Rosie et Wolf, qui m'a fait penser. Oui, j'ai jamais fait le lien, mais merci, c'est grâce à vous, j'ai bien fait de venir. Alors d'abord, pourquoi avoir créé cette maison d'édition ? J'ai créé cette maison d'édition peu après, où l'idée m'est venue quelques temps après le décès de mon éditeur Bernard Defallois, qui décède en janvier 2018, le 2 janvier 2018, et qui laisse un vide immense. C'était un homme qui était un peu plus âgé que moi, il est décédé, il avait 92 ans, et donc son décès était pas complètement un choc, puisqu'il avait l'âge qu'il avait, et en même temps, je me suis rendu compte à sa mort que j'étais pas du tout prêt à ça, que j'avais jamais pensé à la suite, que je m'étais jamais imaginé sans lui, que j'avais jamais conçu une vie professionnelle et éditoriale dans laquelle il ne serait pas présent. Et en plus de ça, alors j'avais espéré que sa maison se poursuive, que les éditions Defallois restent, que je puisse au moins rester dans l'entité qu'il avait créée, mais il avait laissé pour consigne à sa mort que sa maison ne lui survive pas et qu'elle ferme. Et donc à la fermeture des éditions Defallois, quand j'ai été prévenu de ce qu'il adviendrait des éditions Defallois, je me suis trouvé très démuni parce que je me voyais difficilement aller chez un autre éditeur. Je me voyais difficilement être publié par un autre auteur parisien, alors que j'avais rêvé de ça enfant. Je m'étais imaginé chez l'éditeur parisien, c'était mon rêve. Mais après Bernard, je ne pouvais pas aller chez quelqu'un d'autre. Ça aurait été le trahir. Et comme c'était un homme très indépendant, et je me suis dit, il faut que je monte ma propre maison, indépendante aussi. Et puis ça permettra de rester fidèle à Bernard, puisqu'il n'y aura eu personne d'autre que lui comme éditeur. Alors il se trouve que Bernard Defallois était non seulement un homme indépendant, il avait quand même travaillé avec Pagnol, c'est grâce à lui que les souvenirs d'enfance sont publiés. Il était le patriarche de l'édition et il refusait d'entrer dans le wouzou et toute décoration parce que c'était des artifices qui ne l'intéressaient pas. Comment vous l'aviez rencontré ? Je l'avais rencontré grâce à un monsieur qui s'appelait Vladimir Dimitrievitch, qui était un éditeur qui habitait à Lausanne en Suisse, qui avait voulu faire paraître mon premier roman, Les derniers jours de nos pères, qui avait trouvé que le sujet était un sujet qui pourrait intéresser un éditeur français. Il connaissait bien Bernard, il lui a proposé une coédition. Malheureusement, Dimitrievitch, à qui je dois beaucoup aussi, est décédé au bout de quelques mois, après avoir initié ce projet, sans que ce projet n'avance vraiment. Il y a eu un accident de voiture, je crois. Absolument. Et Bernard, je l'ai rencontré après coup. Peu après l'enterrement de Dimitrievitch, Bernard m'a invité à venir le rencontrer à Paris. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette coédition, ce projet que Dimitri avait, dont j'ignorais tout. Et j'ai rencontré Bernard. Le début a été un peu difficile parce qu'il n'était pas convaincu par mon roman Les derniers jours de nos pères. Et puis il a réfléchi, il m'a dit « je vais le faire ».
Et ça a été le début d'une amitié extraordinaire et de ce lien incroyable avec cet homme à qui je dois absolument tout. Alors moi, je me souviens de lui, dans son bureau, il avait un mini-cassette où il dictait son courrier à sa secrétaire, à l'ancienne. Absolument, à l'ancienne. C'était un homme à l'ancienne. Et c'est ce qui faisait son charme. Hein. Et finalement, je me dis aussi que si vous avez choisi de ne pas être chez l'éditeur d'aujourd'hui, c'est que ce sont des gens pour qui la littérature, importe peu. Ce qui compte, c'est le coût qu'on peut réussir et afficher un bon bilan. Et aujourd'hui, il y a même des éditions et des groupes qui disent maintenant, il faut être bénéficiaire quoi qu'il arrive. Un livre, on n'est jamais sûr d'être bénéficiaire. Alors malheureusement, si on faisait de l'édition pour gagner de l'argent, ça se saurait. Et justement, le fonctionnement de l'édition, qui est un fonctionnement qui est important, et que les livres qui ont du succès financent les livres qui n'en auront pas. Et ça, c'est un roulement qu'il faut accepter. Et c'est la réalité du monde de l'édition. C'est sa beauté aussi. C'est-à-dire qu'un éditeur fait paraître un livre parce qu'il y croit, parce qu'il se rend compte que ce livre, ou il a la conviction que ce livre doit exister, doit être lu. Il faut que ce livre existe. Et ça, cette nécessité absolue, elle dépasse tous les schémas et tous les tableaux Excel de comptabilité. Alors, il se trouve aussi que cette maison d'édition, Rosie et Wolf, est née, et il y a quand même quelque chose, si ce label existe, c'est qu'il y a une raison particulière symbolique. Oui, le nom Rosie et Wolf est un nom qui, pour moi, évoque deux personnalités qui ont été importantes dans ma vie. Une femme, une amie de la famille qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup poussé à lire, et qui m'a aussi ouvert à la lecture, c'est-à-dire en m'encourageant à lire des livres, même si ces livres n'étaient pas vraiment pour moi ou que je ne les comprendrais pas, mais rien ne m'empêchait d'essayer. Et ça, c'est important, c'était de dire, la lecture, c'est pour tout le monde. Il faut pousser les gens à lire, et puis chacun va trouver son rythme, et trouver son style, et trouver ce qui lui plaît. Et puis, l'autre prénom, c'est le prénom de mon grand-père, qui a écrit à la fin de sa vie un livre, une biographie non, blanc, pardon. Dautry. L'autre nom, c'est l'évocation de mon grand-père qui, à la fin de sa vie, a publié une biographie de Raoul Dautry parue à la toute fin de sa vie. Et je me souviens du manuscrit, ce manuscrit épais. Et je me disais, est-ce que moi, un jour, je serais capable d'écrire un livre aussi long ? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi de très important dans votre vie? Je crois que c'est votre grand-mère maternelle chez qui vous avez écrit votre premier livre. Oui, qui m'a accueilli, mon premier et les suivants. Hein. Elle m'a accueilli dans son appartement à Genève parce que j'avais besoin d'un endroit pour écrire qui ne soit pas chez moi. J'avais le sentiment que chez moi, j'arrivais pas à me concentrer assez. Et elle avait un appartement dans lequel elle vivait seule, elle était veuve, et elle avait un petit bureau qu'elle n'utilisait plus. Elle m'a dit, mais installe-toi ici. Et j'ai passé pendant plusieurs années, 7 jours sur 7, 12 heures par jour à écrire dans cet appartement avec elle qui me soutenait, qui venait m'apporter à manger, qui me faisait un petit café, etc. Et on déjeunait souvent à midi ensemble et j'insistais pour laver moi la vaisselle. Elle me disait non, arrête. Et j'insistais évidemment. Et un jour, elle s'énerve, elle me dit non, arrête s'il te plaît, tu laves tellement mal que je dois recommencer après, donc je préfère le faire moi. Elle avait bien raison. Ça me touche beaucoup. Oui, vous avez d'autres talents. Alors, il y a aussi un loup sur votre comme logo de votre maison d'édition, et je crois que c'est lié à un livre. Le dernier loup d'Irlande. Absolument. Le loup, qui est un animal important pour moi, qui est un animal qui me parle beaucoup et qui est une référence littéraire aussi. Le dernier loup d'Irlande d'Elona Malter, qui est un livre qui m'a beaucoup touché et que j'ai lu quand je devais avoir 10 ou 11 ans. Et dont je me souviens, c'est mon premier souvenir de lecture où à la fin du livre, alors d'abord, je me souviens d'avoir lu en cachette le couvre-feu, c'était déjà l'heure du couvre-feu chez les Dicker, et j'avais mis mon édredon par-dessus ma tête, une lampe de poche. J'avais terminé ce livre parce que je voulais absolument savoir ce qui se passe. Et à la fin du livre, pardon, je vous gâche la fin, le loup meurt, le dernier loup d'Irlande meurt, et j'ai pleuré, et j'ai été stupéfait, parce que c'était une réaction qui me dépassait évidemment, me dire voilà l'effet qu'un livre peut avoir, il nous fait pleurer. J'étais très déconcerté, en même temps très, très excité et heureux d'avoir vécu cette expérience. Alors, il y a aussi un autre auteur qui vous a marqué, je crois, Joël Dicker, c'est Jack London. Ah oui, Jack London, c'est une passion pour le Grand Nord qui est restée toujours très actuelle, toujours très forte. Et ce sont des livres qui, aujourd'hui, toujours restent des aventures incroyables. Vous savez, la force des romans, en tout cas pour moi, c'est de partir, d'être ailleurs, d'être comme ça, avec
avec ses trappeurs, avec d'être sur ces traîneaux, d'être dans la neige, d'être dans le Klondike, d'être en Alaska, être ailleurs. C'est la force de la littérature. Moi, je reçois régulièrement des jeunes comédiens qui ont une référence dans le livre de Jack London, qui est Martin Eden. Ils rêvent de le jouer à l'écran. Et celui qui a failli le jouer, je ne sais pas si vous le savez, c'est Alain Delon. Edith Piaf lui a offert Martin Eden, lui a dit « Tu seras un jour Martin Eden » et ça ne s'est jamais fait. Je ne savais pas. Voilà, c'est le rôle raté. Alors, il y a aussi les romans populaires comme Le Comte de Monte-Cristo, et vous considérez finalement que, bon, on voit des séries à la télévision aujourd'hui, mais les romans populaires de jadis, au 19e siècle, ont tout inventé, Joël Dicker. Mais vous avez raison, les séries sont formidables. Attention, il y a des séries géniales, il y a des séries fantastiques. Mais rappelons que la série télé reprend des codes qui existaient déjà et qui ont été inventés par les feuilletonistes. Et Le Comte de Monte-Cristo, puisque vous l'évoquez, est un feuilleton absolument génial qui en lui-même prenait ce livre et vous avez une grille de lecture d'une bonne série télé. Pourquoi je dis ça? Pas pour amoindrir les qualités des séries télé, pas du tout, mais pour rappeler que le livre permet une expérience aussi forte et pour rappeler aussi que peut-être la littérature a un rôle à jouer dans une forme de fédération des gens ensemble. Parce que la série, elle fédère aujourd'hui. Vous êtes à un dîner, vous ne savez pas de quoi parler, vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas vous risquer à parler de politique ou de choses qui fâchent. Vous parlez de séries télé et tout le monde a un avis sans que ça fâche personne. Vous avez vu cette série, vous avez adoré, et moi, j'ai pas aimé, on en discute. Ah non, mais comment vous n'avez pas aimé ça? Moi, j'ai adoré. On peut être soi, on peut avoir son avis, on peut être dans des opinions différentes sans se taper sur la tête. Et la littérature, elle permet ça aussi, oui. Mais encore plus forte parce que c'est votre livre. En tant que lecteur, vous avez lu vous-même. Il se trouve qu'en plus, les feuilletons, à l'époque, on était payé à la ligne, donc ça durait longtemps. Et le plus célèbre, c'est Rocambole aussi, qu'on oublie un petit peu de Pourcent du Terrail. Et il y a une série télé qui est une des premières séries télé inspirées du 19e siècle, qui est Rocambole avec Pierre Vernier et Jean Topard, qui est devenu un classique de la télévision. Alors, il y a une chose étonnante aussi, c'est que l'éditeur que vous êtes, Joël Dicker, va publier 2 livres par an en dehors du vôtre. Oui, c'est l'objectif. Alors d'abord, la mission de Rosier Wolf, c'est l'ambition, j'ai envie de dire, dans le vrai et beau sens du mot, c'est pas de rajouter des livres à des vagues absolument incroyables de livres qui paraissent tous les 3 ou 4 mois. On a des wagons de livres qui paraissent, on en a tellement. Alors, en même temps, c'est merveilleux. En même temps, il y a quand même un peu trop. Donc, je n'ai pas du tout envie que Rosier Wolf ajoute à la production de ce qui se fait déjà, mais fasse paraître des livres dont j'estime qu'il faut absolument que ces livres existent pour une raison précise et que je puisse défendre. Et donc, je ne peux pas en faire beaucoup plus qu'1 ou 2 par année, parce que quand je fais paraître un livre, je veux expliquer à mes lecteurs pourquoi j'ai choisi de le faire paraître et pourquoi ce livre est important pour moi. Oui, ils sont tous liés à votre passion de la littérature ou à votre amour des lettres. Ce sont tous des livres qui doivent lire et faire lire. Ce sont tous des livres qui doivent pouvoir réunir autour d'un même texte des lecteurs assidus ou des gens qui commencent à lire. Et les textes qui sont parus jusque-là chez Rosier Wolf, je pense à Lecteur reste avec nous, qui est un essai sur l'importance de lire et qui parlera à ceux qui aiment lire, mais aussi à ceux qui ne lisent pas encore. Je pense au Philatélistes de Nicolas Feuss, qui est un roman noir qui se passe en Suisse, qui donnera envie de lire à ceux qui sont encore timides dans leur lecture et qui rappellera aux grands lecteurs aussi le plaisir d'une lecture qui dévore. Je pense à Guerre dans les ténèbres qui est paru il y a 2 semaines, qui est un essai d'un journaliste anglais, Patrick Marnham, et qui raconte en arrière-fond du débarquement de juin 1944, la guerre entre les Anglais et la résistance française, entre De Gaulle et les Anglais, entre la résistance et les membres de la résistance eux-mêmes, et qui est un livre qui pourra être lu par des historiens spécialistes du sujet qui découvriront des nouveautés sur ce thème, mais aussi par des gens qui n'y connaissent rien. Et la mission et la vocation de Rosier Wolf, c'est mettre des gens très différents ensemble autour d'un même livre et que chacun puisse y trouver une grille de lecture qui lui parle à lui. Et au milieu de tout cela, il y a vos propres livres et on va évoquer le nouveau à travers la date du 27 février 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Joël Dicker.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Joël Dicker. Donc on a évoqué votre parcours, votre amour des livres et bien sûr votre nouveau livre que j'ai annoncé, Un animal sauvage, donc chez Rosie Wolf, votre maison d'édition, qui débute le 2 juillet 2022 par un casse dans une grande bijouterie de Genève. Absolument, nous sommes le 2 juillet 2022, 2 braqueurs entrent dans une bijouterie, le braquage commence. L'un d'eux a un chronomètre dans la main, il enclenche le chronomètre, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ils ont 7 minutes pour effectuer ce braquage. Ça commence, et là on tourne la page, on est 20 jours avant, à Genève, dans une banlieue chic de Genève, dans la campagne, une très belle maison tout en verre. Il est 6 heures du matin, c'est un beau matin d'été. Sophie, très belle femme, la quarantaine, qui va avoir 40 ans, boit un café, elle est seule à la fenêtre de sa cuisine. Elle pense qu'elle est seule, mais dans la forêt toute proche, un homme l'observe et la voit. Cet homme, c'est son voisin, Greg, qui est un flic. Et on comprend, c'est comme ça que cette histoire commence. On va comprendre que tout est lié. Greg, sa femme Karine, les voisins, Sophie, son mari Arpad, et puis un mystérieux 5e personnage qui débarque au milieu de tout ça, qui surgit du passé. Et alors qu'on remonte les jours jusqu'à ce braquage, on découvre en toile de fond ce braquage, ce qui se passe, c'est 7 minutes qui s'écoulent, et on se rend compte que tout, absolument tout, est lié. Et des allers-retours sans arrêt, ce qui n'est pas facile à construire pour un romancier, Joël Dicker. C'est pas facile à construire, en même temps, on vit beaucoup quand on raconte quelque chose ou quand on partage une histoire qui nous est arrivée à des amis. On raconte dans le présent quelque chose qui s'est passé avant, donc ce jeu du présent et du passé, on est au fond tous assez à l'aise avec. Oui, il faut s'y retrouver parce que moi, je me souviens de Catherine Pancol qui m'expliquait qu'elle faisait des fiches pour chacun de ses personnages. Quand on écrit un livre, c'est pas simple pour l'auteur, en tout cas, de ne pas faire d'erreur. Non, mais j'imagine, je me dis toujours que tant que je sais où je suis, tant que je comprends ce que je fais sans fiche, c'est que ça fonctionne. Après, j'ai toujours peur, je me dis, mais si j'ai besoin de moi-même faire des fiches pour comprendre qui est quoi et qui fait quoi, comment est-ce que le lecteur pourra se retrouver dans ce livre-là ? Alors, le rythme aussi est important. Vous êtes un adepte des chapitres très courts et surtout du prologue. Parce que dès le prologue, pour vous, il doit se passer quelque chose, Joël Dicker. Oui, on doit installer l'histoire. On doit mettre le lecteur en condition. Il faut rappeler que la lecture, aujourd'hui, elle a quand même la concurrence d'Internet, du téléphone, de tout ça. Et donc, on doit dire au lecteur, voilà, attention, installe-toi, l'histoire va te prendre par la main, mais concentre-toi. On installe les gens dans toutes les autres formes de spectacle. On installe les gens. Quand vous allez au théâtre, avant que ça commence, il y a une voix qui vous dit « Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer, tenez votre téléphone portable s'il vous plaît ». Et puis ensuite, les lumières s'éteignent, et puis ensuite, le rideau s'ouvre. Donc il y a 3 étapes qui font que le spectateur il se concentre. Et le livre, il doit offrir ça aussi, je crois. Alors, il se trouve aussi que vous êtes un adepte des fausses pistes. Et ça, c'est un truc de cinéma. C'est Francis Weber qui m'avait dit un jour, quand j'écris un scénario, je le jette ensuite pour le recommencer, parce qu'il faut toujours surprendre le spectateur ou le lecteur. Oui, il faut en tout cas être dans une forme de plaisir, en tout cas pour moi. Et le plaisir, il vient aussi de ne pas savoir, il vient aussi de la surprise, il vient aussi des retournements de situation. Et c'est pour ça que j'en crée. Alors, il se trouve aussi que ce livre se situe en partie à Saint-Tropez, ce qui est une première pour vous. Oui, alors c'est un livre qui se passe à Genève. Et que Genève et le sud de la France, notamment le Var, sont assez liés parce que les Genevois, on est à quelques heures de voiture, et donc les Genevois descendent très facilement, même pour le week-end, comme ça, sur la côte, et vont en Provence. Et donc ce sont des endroits qui reviennent souvent dans l'imaginaire des Genevois, dans les discussions. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait ce choix, parce que ça tourne autour de Genève, et donc Saint-Tropez était un lien assez évident. Il se trouve aussi que le paparazzi le plus célèbre de Saint-Tropez, c'était Daniel Angeli. Et la plus belle photo de sa vie, il l'a faite en Suisse. Il passe par hasard devant le manoir de Charlie Chaplin en 77. Et il dit, je vais m'arrêter devant. Et il le voit dans un fauteuil roulant. Et c'est la dernière photo, la photo volée de Charlie Chaplin, dans son manoir de Vevey. Alors, si ce livre existe aussi, Un animal sauvage, Joël Dicker, c'est lié à votre vie qui a changé. Vous êtes marié, vous avez des enfants, et ça a aussi participé à ce livre et à votre imagination. Oui, c'est-à-dire que la famille, en tout cas. Les thématiques du livre, alors même si je raconte pas ma vie, c'est un roman, c'est-à-dire que tout est inventé et que je me retrouve pas dans les personnages ou que je raconte pas quelque chose qui est directement lié à moi, on est dans un roman.
Il est évident que les thématiques générales et le fait qu'on ait là des histoires de deux couples mariés avec des enfants qui ont la quarantaine, ce qui est ma situation actuelle, reflète forcément quelque chose de moi. C'est-à-dire que je crois que les écrivains sont des observateurs de leur temps, de leur époque, c'est-à-dire aussi de façon très égocentrique de leur époque, de leur petit cercle à eux, et que c'est assez logique qu'à l'âge de 25 ou 26 ans, j'écrive l'histoire de Marcus Goldman qui en a 27, et assez logique qu'à 39 ans, j'écrive l'histoire de Greg et Karine et Arpad et Sophie qui en ont 40. Voilà. Et qui sont des familles comme vous au départ, comme vous l'êtes. En même temps, il faut avoir l'idée. Est-ce que l'idée se construit tout de suite puisque vous n'avez pas de plan? Dans l'idée, elle se construit au fur et à mesure, couche par couche. Il faut un point de départ. Il faut un point de départ, mais ce point de départ, c'est l'envie d'écrire une histoire. C'est vraiment ça le point de départ. Après, il faut écrire, réécrire, enlever, effacer, recommencer. Vous savez, quand j'écris du texte, quand j'écris des pages, quand j'écris quelques lignes, il y a 90% de chances que ces lignes-là, ce texte-là changent ou soient enlevés. Quand je retranche du texte, parce que je comprends qu'une partie, un paragraphe, une page, un chapitre sont de trop, je sais à 99% que je fais le bon choix. Et donc le livre, il avance vraiment pas quand on l'écrit, mais quand on le découpe et qu'on le reprend. Et puis alors, dans ce livre, il y a aussi des secrets de famille. Et ça aussi, avoir une vie de famille, on se rend compte qu'on ne dit pas tout, que certains ne disent pas tout, Joël Dicker. On ne dit pas tout, et c'est justement l'idée d'avoir un livre autour du secret, mais qui sont pour l'essentiel pas des secrets épouvantables qu'on cache pour des questions de vie ou de mort, qui sont des secrets qui se construisent parce que on a quelque chose sur le cœur qu'on ne partage pas avec son conjoint et on compte s'en ouvrir ou lui en parler le soir ou le lendemain. Et puis le soir arrive et puis c'est pas le moment, puis le lendemain passe et puis une semaine et puis deux semaines et puis finalement ça devient un non-dit parce que c'est trop tard, on l'a pas dit, on le garde et puis parce qu'on ne l'a pas dit, ce non-dit se transforme en un rancœur ou en un renflement à l'intérieur de nous-mêmes, quelque chose qui nous tracasse mais qu'on porte quand même. Et à ce moment-là, ça devient un secret. Et souvent, les secrets partent de pas grand-chose. Et puis, il y a aussi une formule que vous employez, c'est-à-dire la vie, on croit souvent que la vie est plus belle chez les voisins. Mais oui, c'est comme ça qu'on survit au fond, en se disant c'est forcément mieux ailleurs, et on a envie d'y croire, on a envie de rêver, on a envie de fantasmer un peu. Et cette histoire parle de ça, de deux couples voisins qui sont persuadés que chez l'autre, c'est forcément mieux. Alors, ce qui me fascine aussi avec vous, Joël Dicker, c'est que le succès immense, je crois que vous avez vendu 15 millions de livres, n'a absolument pas changé votre vie. Il a forcément changé ma vie puisqu'il fait partie de ma vie, mais il n'a pas changé ni la personne que je suis, ni ma façon de travailler. Et c'est ce qui me plaît le plus dans l'écriture, c'est que, vous savez, j'ai écrit des livres qui ont été lus par absolument personne et qui ont été refusés par tous les éditeurs. Et j'ai écrit des livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Et entre ces deux livres, les sentiments, les doutes pendant l'écriture sont exactement les mêmes. Vous continuez à douter aujourd'hui? Je continue à douter du matin au soir. Et c'est important de douter. Parce que c'est justement dans le doute qu'on construit quelque chose de bien. Quand on doute, ça veut dire qu'on met du cœur à l'ouvrage. Ça veut dire qu'on écrit vraiment en se mettant à nu, qu'on met tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a dans le cœur, tout ce qu'on a dans les tripes, qu'on donne notre maximum. Et ça, c'est le plus important. Et le doute, il est constitutif, il est essentiel. Il faut faire en sorte que le doute ne soit pas quelque chose qui nous empêche, mais au contraire, quelque chose qui nous permette d'avancer de façon plus calme, plus stable, et qui nous permette de ne pas nous précipiter, mais de prendre le temps de nous assurer qu'on fait les choses bien. On connaît la précision des horloges suisses et vous en êtes l'exemple type parce que votre vie est parfaitement réglée. Vous écrivez à l'aube, ensuite je crois que c'est le petit déjeuner avec les enfants et ensuite le bureau. Absolument, mais je suis un homme de routine, j'aime la routine, j'aime que les choses se répètent, ça me rassure parce qu'au fond je suis un homme plein d'angoisse. Alors quand il y a une routine qui est établie et que j'ai pas de surprise de ce côté-là, je me sens plus léger. Voilà, vous voyez, c'est... Alors, vous allez arriver au bureau, vous avez un bureau d'édition. Encore faire 2 livres par an, ça veut dire en lire beaucoup, ça veut dire être au courant. Comment on fait? Parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je fais paraître des textes que je connais déjà ou que j'ai lus, qui ne sont pas des textes qui me parviennent anonymement par la poste, parce que je suis très touché du nombre de textes que je reçois par la poste, des manuscrits. J'en reçois 2 ou 3 par jour. Mais malheureusement, c'est impossible de les lire aujourd'hui parce que 2 ou 3 textes par jour,
une année ne suffirait pas pour lire tous les livres que je reçois sur une année. Et donc pour l'instant, et je le dis aux lecteurs et sur le site de la maison d'édition, et quand on me demande, je dis mais, et je le réponds ça par courrier quand on m'envoie un texte, je dis mais je malheureusement pas un comité de lecture aujourd'hui qui me permette de faire le tri dans ce que je reçois. Donc adressez-vous à des éditeurs qui ont un comité de lecture, mais ça me touche beaucoup de voir ce partage. Alors, vous surveillez tout dans votre livre, même puisque vous en êtes l'éditeur maintenant, y compris la couverture. Le principe, c'est le même que du temps de Bernard de Fallois, mais vous avez choisi un peintre espagnol pour illustrer ces animaux sauvages. Ah oui, un peintre que j'aime beaucoup, un jeune homme qui s'appelle David de las Heras, qui est un peintre barcelonais et qui a peint cette couverture sur commande, sans lire le texte, puisqu'il n'existait pas encore en espagnol à ce moment-là. Et je lui ai, en quelques minutes, brossé un peu le début de l'histoire. Et il a peint ce tableau. C'était un peu sans filet. J'étais un peu inquiet de me dire, mais voilà, est-ce qu'il a compris l'essence de ce que je voulais dire? Et il en a fait un tableau de 2 mètres sur 2. Et c'est un type génial, je l'aime beaucoup. Et puis alors, bien sûr, en tant qu'éditeur, vous êtes allé, mais ce n'est pas si fréquent, à la cérémonie d'impression du livre. Oui, mais parce que c'est un moment incroyable. C'est-à-dire que des mois à passer à calibrer votre texte, à travailler votre texte, à décider du papier, à décider du format du livre, à décider de l'épaisseur de la tranche, du bandeau, d'absolument tout, de la couleur, le choix des couleurs, le rendu des couleurs à l'impression. Et donc, vous voulez voir ça en vrai. C'est un moment très émouvant. Moi, je me souviens du temps où on imprimait les journaux au sous-sol des quotidiens à France Soir. Il y avait en plus une odeur particulière qui n'existe plus aujourd'hui, une odeur d'encre qui vous restait dans les narines pendant un certain moment. Mais c'est beau cette conception, hein. C'est comme un accouchement pour moi de voir ces livres comme ça dans l'imprimerie. Il y a quelque chose de très fort. Alors, votre travail est important, mais vous avez un modèle en la matière, c'est Roger Federer, le Suisse. Roger Federer et beaucoup de grands sportifs, par leur abnégation, par leur travail. Roger Federer, parce que ce qui est impressionnant, c'est quand on le voit jouer ou quand on le voyait jouer, on avait le sentiment que c'était facile. Et on ne voyait pas le travail derrière, on ne voyait pas les centaines, les milliers d'heures de travail et d'entraînement et de travail et de répétition derrière. Et je crois que c'est ça, quand on est capable de donner l'impression que ce qu'on fait est facile, et de cacher tout le travail qu'il y a derrière, de ne pas le montrer, de ne pas le faire ressentir à ceux qui vous regardent, c'est ça le vrai talent. Oui, et en même temps, Roger Federer, dans ses yeux, chaque fois qu'il a une victoire, eh ben, il était comme un enfant. Ouais. Et je suis persuadé aussi que vous, dans votre travail, vous êtes passionné et vous êtes comme un enfant, Joël Dicker. Mais il faut être comme un enfant, parce que vous savez, les enfants, ils savent se réjouir de tout, ils s'émerveillent de tout. Il faut s'émerveiller, il faut prendre le temps de s'émerveiller. On gâche un peu notre vie à ne pas s'émerveiller. Il faut être capable de s'émerveiller quand on sort de chez soi, quand on voit un rayon de soleil, quand on voit une belle fleur, quand on sent une odeur qui nous plaît, quand il pleut l'été, on n'aime pas trop la pluie, mais quand il pleut l'été, que vous sentez l'odeur de terre et de plantes qui remontent du sol, c'est extraordinaire. En même temps, vous vous émerveillez de tout, y compris de votre réussite que vous n'imaginiez pas. Que je n'imagine pas et qui me surprend toujours et qui me... Mais c'est génial, c'est merveilleux, c'est... Parce que justement, je m'en lasse pas, ça me touche. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, qui est ce côté humain dans ce succès. C'est-à-dire que de voir ces lecteurs en librairie qui viennent me trouver, qui viennent me parler de leur lecture, qui viennent échanger, c'est tellement touchant. Oui, et en même temps, vous ne comptez pas vous arrêter comme ça. Vous craignez toujours que ça s'arrête, mais ça continue. Je crains toujours que ça s'arrête. Et alors, c'est pas une angoisse, hein, mais je me dis toujours, bon, peut-être que la prochaine fois, il y aura moins de lecteurs ou pas de lecteurs ou qui viendront pas. Et ça continue, et merci à eux de me lire, merci à eux de me suivre, merci à vous de me réinviter, merci. Rien n'est acquis, vous savez, voilà, ça me touche beaucoup. Je suis malgré tout un jeune auteur, c'est que mon 7e livre, et du haut de mes 39 ans, je suis rempli de gratitude envers tous ceux qui me lisent et qui me permettent de faire ce travail aujourd'hui. Alors je précise donc qu'il y a Un animal sauvage chez Rosier et Vol qui s'est déjà vendu à plus de 400 000 exemplaires. C'est un bon début. C'est un référencement. Et en même temps est sorti en poche L'affaire Alaska Sanders, qui était un autre de vos romans, qui lui aussi fonctionne très bien. Absolument. Donc vous n'avez aucune raison d'arrêter. D'arrêter? Non, absolument. Absolument pas. Alors, rendez-vous pour une prochaine fois dans Les Clés d'une vie. Avec grand plaisir. Merci Jacques. Merci Joël Dicker. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.